Bon, Vlogmas, on se retrouve encore ce matin avec un bon café. Mon chapeau, mon collier, pour parler d'école maison. Moi, j'ai décidé que mon Vlogmas, il allait pas être focusé juste sur Noël. Il y a tellement de sujets dans lesquels je veux parler pendant l'année que je me dis, je vais les faire pendant le Vlogmas, vu que j'ai plein de vidéos à faire. Je vais juste avoir un bonnet à la tête. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec Noël aujourd'hui, mais puisque ma chaîne tourne beaucoup autour de l'école maison, alors on va parler d'école maison. Alors, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont nouveaux ou nouvelles à l'école à la maison, qui parlent pas très bien anglais et qui a plusieurs choses qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler des termes entourant l'IEF. Premier terme. Je vais essayer de passer par-dessus, puis il y en a que je vais rentrer un petit peu plus en détail, mais à un moment donné, j'aimerais ça faire une vidéo sur les différents types, les différentes pédagogies. C'est ça le mot que je cherchais. Mais je vais en parler brièvement aujourd'hui pour certaines d'entre elles. Mais si ça vous intéresse, mettez un petit thumbs up là, sur la vidéo. Comme ça, je vais savoir que ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les différentes pédagogies disponibles. On va commencer avec les termes de l'IEF. Premièrement, pourquoi IEF? Pourquoi tu appelles ça l'IEF quand tu parles de l'école à la maison? L'IEF veut dire instruction en famille. C'est un terme qui est utilisé parce que pour plusieurs d'entre nous, ça représente plus ce qu'on fait que l'école à la maison. Puis surtout en 2020, parce qu'il y a tellement de parents qui font l'école à la maison à cause du COVID. C'est du COVID ou de la COVID? Je sais plus. Cette cochonnerie-là. Parce qu'on n'essaie pas de reproduire l'école à la maison. On fait l'instruction en famille, parce que c'est pas juste à la maison non plus, sauf en 2020. Pour la plupart des gens, c'est partout sauf à la maison. On est tout le temps parti à la trotte. Vient main dans la main du terme IEF, le terme AEF, qui est aussi des apprentissages en famille, qui est un peu le même principe, qui est juste pousser un peu plus le terme, parce que c'est pas juste de l'instruction qu'on fait, c'est des apprentissages, tous les apprentissages possibles, on les fait en famille. Ça paraît presque pas qu'il y a à peu près 1 heure qui s'est passée entre là et la coupure d'avant. Bon, prochain terme, c'est Unit Studies. Celui-là, il est difficile à traduire un petit peu parce que ça serait des études d'unité, ou ça serait peut-être plus des études par thème. Mais dans le cas d'un Unit Study, c'est quelque chose qu'on peut construire soi-même. Mais moi, quand j'en parle souvent, c'est quelque chose que j'ai acheté. Il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, un Unit Study sur les mammifères, comme on est en train de faire présentement. C'est un paquet de feuilles, finalement. Oui, ça, c'est ta maman. On touche pas à ça, mon amour. Sur les mammifères, par exemple, où est-ce qu'on voit chacun des mammifères, on essaie de toucher à tout ce qu'on peut. La lecture, l'écriture, les maths, les sciences, sur un thème donné. Puis le unit est comme le bundle de comment est-ce que la personne qui l'a créé, c'est comme si c'était un gros cahier, si on veut, qui est juste sur un sujet, mais qui suggère aussi plein d'activités puis des lectures en parallèle à ça, sur le même thème, etc. Donc un unit study, on pourrait dire que c'est des apprentissages par thème ou par sujet, si on veut. Le prochain terme qui m'a été demandé à quelques reprises, c'est le read aloud. Tu es embarqué, bien sûr. Le read aloud, qui est, si on traduit, c'est la lecture à voix haute.
Cependant, je pense que quand on l'utilise dans un terme d'école maison, c'est vraiment... comment je pourrais dire? C'est que c'est... J'ai de la misère à me concentrer. Je dirais que le read aloud est comme plus intentionnel. Je sais pas si c'est... Tu sais, comme... on lit des histoires à voix haute à nos enfants à tous les soirs, mais quand que je dis que je fais du read aloud, c'est vraiment que j'ai pris un temps pendant la journée à m'asseoir puis à lire à voix haute, que c'était notre seule activité. C'est vraiment que j'ai pris un temps dans la journée où c'était notre seule activité, qu'on a un livre, que généralement j'aime avoir un livre qu'on continue. C'est comme une petite coche au-dessus de leur niveau de lecture. Par exemple, on est en train de lire Narnia. Viviane serait capable de lire ça, mais c'est comme trop gros en même temps pour elle, donc on lit ça. Donc, c'est ça, le read aloud est le simple fait de lire à voix haute. Je ferai une vidéo éventuellement plus spécifique sur les bénéfices du read aloud, puis comment est-ce que je l'applique dans mon quotidien, même avec 2 bébés, puis des enfants qui courent partout, puis qui m'écoutent pas. Ensuite, on a un terme que les gens peuvent mélanger, parce qu'on parle souvent de homeschooling, H-O-M-E, qui est la traduction de « école à la maison ». Mais c'est souvent mélangé avec unschooling, U-N, unschooling. Puis le unschooling, c'est vraiment quelque chose, je considère que c'est ça qu'on pratique cette année, mais ça me tente pas de rentrer présentement trop en détail là-dessus parce que quand c'est mal compris, c'est vraiment mal interprété, mais en gros, c'est de laisser l'enfant vivre sa vie. C'est plus complexe que ça quand même, mais quelqu'un qui est unschooler, il fera pas de cahier, il fera pas de... Tu sais, rien de ben, à moins que ce soit l'enfant qui le demande, mais tu sais, ça va être tout guidé par l'enfant. On va s'en tenir à ça. Ensuite, le game schooling, ça, j'ai fait des vidéos par rapport à ça dans les derniers mois. C'était assez simple. C'est comme plus un petit terme trendy, je dirais, qui est de l'apprentissage par les jeux. Souvent plus relié avec les jeux de société. Donc, quand on joue à un jeu de société dans un but d'apprentissage, tous les jeux de société peuvent toujours avoir un potentiel d'apprentissage, mais comme dans mon cas, par exemple, j'aime bien faire du game schooling à place justement de faire des cahiers, à répéter des choses. C'est plus des façons d'appliquer les matières, d'appliquer les apprentissages, de pratiquer dans le plaisir, puis sans même que personne s'en rende compte, puis souvent même le parent s'en rend pas compte. Donc, game schooling, game, c'est des jeux. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Ensuite, il y a le nouveau terme qui est comme bien à la mode depuis surtout cette année. Si vous suivez d'autres influenceurs d'école maison, si je peux dire, j'ai ça, ce terme-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le morning basket. Le morning basket qui est parti de quelqu'un qui faisait ça le matin. T'as trouvé ton petit chat? Parfait, oui, bravo. Oh, il est beau ton petit chat, hein? Ça a été traditionnellement, je pense, parti par quelqu'un, le terme qu'il utilisait vraiment le matin, comme pour dire qu'on starte le matin tranquillement, pas vite. Mais tranquillement, pas vite, c'est juste devenu comme un panier où est-ce qu'on met des choses qu'on veut voir dedans. Par exemple, moi j'en ai un, puis honnêtement, je l'utilise plus tant, mais c'est là-dedans que j'ai mis, on a tous, mettons, des livres ou des cahiers ou des activités ou des jeux qu'on veut utiliser puis qu'on fait juste jamais trouver le temps de le faire. Ben moi, je mets ça dans le morning basket. Par exemple, j'ai un petit livre, faudrait que je fasse une vidéo à un moment donné, sur qu'est-ce que j'ai dans mon morning basket. Des exemples, mettons un livre de philosophie pour les enfants, tu sais, des choses que je pense pas à prendre le temps de m'asseoir puis de le faire. Là, quand on a 5 minutes, on sort le morning basket, on ne le sort pas parce qu'il est déjà sorti, mais on fouille dans le morning basket, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, puis éventuellement, quand ça devient redondant, mais on change qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis j'ai un dernier petit terme qui est super simple, puis c'est PR, qui est personne ressource, à la DEM, c'est vrai, j'ai un autre terme, j'avais oublié. Oui, t'as trouvé ton petit chat.
PR, c'est personne ressource, puis DEM, c'est direction de l'enseignement à la maison. Donc, moi, souvent, pour pas mêler le monde, je dis au ministère, la personne ressource, c'est la personne qui est supposée nous aider, mais en réalité, c'est plus des agents, qu'on est rendu, qui se font appeler, des agents de suivi, parce qu'ils font plus surveiller ce qu'on fait que de nous donner des ressources. Donc, c'est la personne qui va s'assurer qu'on suit le programme québécois. Puis l'ADEM, c'est vraiment le département de l'enseignement à la maison. C'est vraiment à eux qu'on s'inscrit. C'est eux qui sont en charge de nos dossiers, là, de nous donner un support incroyable dans notre processus d'école à la maison. Donc, c'est sûr et certain que j'ai oublié des termes. S'il y en a que j'ai pas dit, que vous comprenez pas qu'est-ce que c'est, que vous voulez plus d'explications, laissez-les en commentaire, je vais vous répondre. Ou sinon, si je vois qu'il y en a beaucoup, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais je pense que j'ai couvert ceux qui me sont revenus le plus. J'espère que ça vous a plu, puis j'espère que ça l'a éclairé. Je veux pas parler chinois là, quand je fais des vidéos, donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre un peu plus les termes qui sont utilisés. Puis c'est ça. On va se retrouver dans un autre vlogmas finalement. Bye!